Alors, je suis journaliste scientifique. J'ai travaillé pendant 25 ans au magazine Sciences Humaines, où j'ai été une partie du temps rédactrice en chef. Et aujourd'hui, je continue à collaborer avec Sciences Humaines pour mon plus grand plaisir. Quand je suis arrivée à Sciences Humaines, en 1995, j'étais la première femme à la rédaction. Et on m'a rétorqué, j'ai proposé des sujets sur les femmes et on m'a dit, les femmes, c'est pas un sujet des sciences humaines. Mais je crois que c'était une petite provocation parce qu'après on m'a laissé faire et j'ai pu proposer des articles, des dossiers et des numéros hors série sur le sujet. Et ensuite d'autres m'ont emboîté le pas. Un numéro que je considère un petit peu comme fondateur de mon travail à Sciences Humaines, c'est Femmes, débats et combats. C'était le premier numéro hors série sur les femmes que j'avais fait, où il était question de l'histoire du féminisme, de la sexualité, de la maternité, du travail, de la parité en politique, etc. Vous dites que cette question est tout à fait cruciale aujourd'hui et je pense que je suis d'accord avec ça parce que les nouvelles générations d'abord se sont libérées de beaucoup de stéréotypes de genre et ils sont très attachés à leur choix de vie, leur choix de vie privée, que ce soit la mise en couple, leur sexualité ou leur présentation de soi. Alors déjà, je voudrais dire qu'on observe quand même un très grand changement dans les mentalités depuis quelques décennies. Si je prends l'exemple des homosexuels, il y a encore 30 ans, c'était un sujet tabou, l'homosexualité. Ils étaient considérés soit comme des malades, soit comme des déviants. Aujourd'hui, on observe une plus grande tolérance quant au choix de vie de chacun, notamment en matière de sexualité, mais aussi en matière de présentation de soi. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une plus grande prise en compte de la parole des féministes, qui est accompagnée dans les États démocratiques par ce que les sociologues appellent un féminisme d'État, c'est-à-dire des lois qui visent à une plus grande égalité homme-femme. Si je prends l'exemple de la France, on a eu dès 70 le remplacement de l'autorité paternelle dans la loi par l'autorité parentale, et ensuite, dès les années 80, tout un ensemble de lois sur le travail visant à combler les inégalités hommes-femmes au travail. On n'est toujours pas au bout de la route, vous direz certaines féministes, mais quand même. On a eu des lois sur la parité en politique et des lois sur le viol, le harcèlement sexuel. Et puis il y a une troisième chose aussi qu'il faut dire, c'est que le terme, l'expression genre est arrivé assez tardivement en France. Dans les années 70, vous aviez dans les pays anglo-saxons déjà des gender studies. En France, il y a eu une certaine réticence de la hiérarchie universitaire. Ces questions étaient considérées comme marginales au début. Mais avec l'afflux des filles dans les universités, la notion de genre s'est installée, disons, vers les années 90. Et maintenant, on constate que vous avez des départements de genre dans quasiment toutes les universités françaises. Les grandes institutions comme le CNRS, le HESS en ont aussi. On a un déploiement exponentiel de revues spécialisées sur la question. Donc le genre, la France a bien rattrapé son retard. Chacun aura remarqué que dans les médias généralistes, on voit de plus en plus apparaître des termes comme cisgenre ou transgenre, binaire, non-binaire, queer, gay. Et très souvent, beaucoup de personnes ne savent pas trop ce que sous-tendent ces termes. Et puis aussi, ce qui m'a convaincue de faire ce livre, c'est les questions de mon entourage. Autour de moi, j'ai des personnes dont certaines sont très cultivées, mais qui me disaient toujours « Mais c'est quoi le queer ?
qui est-ce Judith Butler, ou bien qu'est-ce que c'est exactement que le genre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce livre en essayant de clarifier de manière le plus pédagogique possible ces termes, en donnant les origines, la généalogie, les théories qui les sous-tendent et qui peuvent permettre de mieux comprendre ce qui se joue derrière les débats actuels. Alors j'ajoute qu'il y a aussi dans le livre des portraits de théoriciens et de théoriciennes, des anthropologues comme Margaret Mead ou Françoise Héritier, des philosophes comme évidemment Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Judith Butler ou Elisabeth Badinter, des historiennes comme Michel Perrault ou Joan Scott, et puis aussi des figures récentes comme Kimberlé Crenshaw, qui est à l'origine du concept d'intersectionnalité, encore un mot qui mérite des explications, on en trouvera dans le livre, ou comme la jeune génération montante de féministes françaises, dans laquelle je mettrais Camille Froidevaux-Métairie ou Manon Garcia. Alors, déjà, vous avez raison, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur ce sujet, on en voit beaucoup dans les librairies. Souvent, ces livres défendent une thèse bien précise ou même ont un point de vue militant, ce qui n'enlève rien à leur qualité et à leur intérêt. Moi, j'ai voulu un petit peu me démarquer de cette approche en donnant les différents points de vue sur les différentes questions qui sont traitées pour donner des outils aux lecteurs et qu'ils puissent faire le choix de ses propres opinions. Le livre présente même des thèses contradictoires dans certaines entrées. Si je prends l'exemple par exemple de la domination masculine, vous avez aussi bien les thèses des psychologues évolutionnistes que les thèses socio-constructivistes pour expliquer cette domination masculine. Pour l'homosexualité, est-elle innée, est-elle acquise, est-elle un peu des deux? C'est pareil, on trouvera aussi les différents points de vue avec les différents auteurs qui les soutiennent. Voilà. En gros, j'ai voulu adopter ce que Elisabeth Badinter a appelé le point de vue de Sirius lorsqu'elle a reçu ce petit livre, c'est-à-dire recul, bienveillance, et puis se mettre à distance un petit peu de tous les débats qui peuvent être un peu acrimonieux.